Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi avec l'actualité. Vous le savez, c'est le tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Nous sommes également accessibles sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Ravi de vous retrouver. Bonjour, juge Vaha. Avec plaisir. Bonjour, juge Bougma, très heureux de vous revoir avec nous. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. S'assurer du bon emploi de l'argent public et en informer les citoyens, c'est la mission première de l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques. J'ai nommé la Cour des comptes. Son rapport au titre de l'année 2020 est disponible et a été rendu public. Que retenir de ce rapport? La question sera posée justement au premier président par intérim de la Cour des comptes, Justin Jean-Baptiste Bouda. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Oui, bonjour, messieurs les juges. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Alors, vous l'aurez compris, téléspectateurs et chers auditeurs, nous allons parler gouvernance financière publique, mais ça se fera après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec juge Bougma. Il y a longtemps qu'on a entendu vos avant-propos. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 5e et dernière convocation de la semaine? Merci, président Ouedraogo. Ce qui retient mon attention, c'est le déploiement des combattants de Wagner, donc, qui fâche 17 pays occidentaux, donc, parmi lesquels je cite pêle-mêle la France, la Lettonie, le Canada, l'Italie, l'Allemagne et j'en oublie. Donc 17 pays qui sont fâchés, mais qui maintiennent, qui disent mais qui ne vont pas bouger du Mali et qui entendent à ce que des réformes soient engagées, mais aussi qui demandent un calendrier électoral pour passer effectivement à une autre étape. Donc c'est un Mali avec à sa tête Assimi Goïta et un premier ministre Choguel Maïga qui ont su avec beaucoup de tact prendre beaucoup plus de distance avec Paris et puis se rapprocher suffisamment de la Russie et qui, le tandem a réussi effectivement à s'assumer pleinement. J'ai dit on peut critiquer leur choix, on peut critiquer les limites de leur choix, les faiblesses de leur choix, mais il y a une évidence. C'est des gens qui s'assument et qui ont pris une direction. Elle peut être une direction qui n'est pas bonne. Tout ça, on peut en parler, mais au moins on sait où ils veulent aller. Ils disent nous voulons la sécurisation du Mali, parce que nous étions avec d'autres forces de nombreuses années qui ont envoyé beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel dernière génération, avec le résultat que nous connaissons. Donc, également, qui disent nous avons eu également ce sentiment d'abandon en plein vol, il nous fallait envisager d'autres partenaires. Et donc la suite, naturellement, on la connaît. C'est ce rapprochement avec la Russie, avec ce que cela a donné comme déploiement des mercenaires de Wagner. Et donc, Russie également avec tact que Macron ne vienne pas. Donc certainement, la course folle de Macron pour venir au Mali, pouvoir faire y tenir un sommet du G5 Sahel associé avec des représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA, certainement il y avait cette urgence-là dans le calendrier. Et comme les Maliens également ont également fait le choix de dire nous voulons ceci ou cela dans notre agenda, naturellement, Macron n'a pas pu venir, voulait rabattre sur Ouagadougou, mais bon, les autorités en place ont dit bon, nous n'avons pas le temps nécessaire pour préparer une telle visite parce que ça a été naturellement, compte tenu du fait que ça a été improvisé. Donc la suite, on la connaît. Donc je dis c'est un Mali qui assume ses positions, une communauté internationale qui est fâchée, mais pour le moment qui ne plie pas bagage. On se rappelle que Jean-Yves Le Drian avait été clair vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Il avait dit qu'il mettait la Russie en garde si d'aventure la Russie, sa présence là, menaçait les intérêts des autres puissances engagées, sans préciser quels intérêts la présence russe allait effectivement mettre en mal par rapport aux forces qui sont coalisées au Mali. Donc, je dis bien, je pense que c'est un premier lot de 500 combattants arrivés, ces commandants qui vont être déployés
En même temps, ça demande à nos pays comment est-ce qu'on fait. Nous sommes 3, ceux qui sont vraiment sous le feu, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Le Niger a fait clairement le choix, le Mali a fait clairement son choix. Nous sommes toujours en discussion avec la France, le chef de l'État l'a annoncé, les discussions ont eu lieu. On attend de voir comment est-ce que la suite va se passer. Mais c'est un Mali, je dis bien, qui a pris sur lui la responsabilité de s'assumer et de voir avec qui collaborer. Maintenant, on peut apprécier diversement selon l'angle d'analyse, mais on ne pourra pas reprocher au peuple malien de vouloir se sauver. Merci, juge Bouma. Juge Va. Oui, merci Président. Moi je reviens sur un procès qui était aussi très suivi, la question de contrebande de carburant. Et on connaissait un peu les chefs d'accusation et puis on avait vu aussi les personnes qui avaient été interpellées avec, si vous vous rappelez, des, on va dire, wanted à l'américaine lancés et puis certains qui sont revenus donc pour donner l'opportunité de pouvoir répondre relativement à ce qui leur était reproché. Et puis les condamnations sont tombées. On parle de 6 à 24 mois coupés par la plupart, en tout cas. Et quand vous regardez, c'est en gros 9, on parle de 9 milliards de francs CFA à payer et tout. Maintenant, les chefs d'accusation, ce qui est retenu à la fin, ce dont ils sont coupables, c'est la question de contrebande essentiellement aggravé, contrebande, et sur le carburant, mise en danger de la vie d'autrui, et puis spéculation illicite. Maintenant, moi, quand je regarde, c'est qu'est-ce qui est devenu cet autre point fort là, qui a été un marketing politique aussi à un moment donné, c'est le ravitaillement de terroristes possible avec ce carburant-là. Au départ, on en avait entendu parler, et puis c'était un peu ce pourquoi ils étaient vos hégémonies, parce qu'on s'est dit, voilà des messieurs qui ne sont pas, qui fonctionnent comme des apatrides ou qui n'ont pas la notion de la patrie ou de quoi que ce soit, parce que se mettre plein les poches et aller jusqu'à pactiser avec l'ennemi, c'était quand même gros. Mais bon, quand on regarde à la fin, ça n'a pas été retenu contre eux. Tous ceux qui nous l'ont vendu au départ et qui ont fait comme si c'était acté, ils en étaient déjà coupables. Je ne sais pas où ces politiques-là sont, parce que ça aussi, c'est... Ou bien qu'on n'avait pas assez d'éléments au fil du temps pour pouvoir étayer cette piste-là. Mais dans tous les cas, ça a fait le chou gras. Et bon, malheureusement aujourd'hui, c'est ce qu'on peut retenir, mais au moins il y a que on ait pu mettre des visages et puis des personnes en termes de responsabilité sur ce qui est inacceptable. On voit des stations qui poussent ici et là. Quelquefois, on ne comprend pas comment est-ce que ça se passe. Et puis, pendant les témoignages, on a vu comment, dans ce milieu-là, des gens fonctionnent. Avec quelquefois notre administration aussi qui est citée, des mots de passe. C'est toujours de l'argent qui est glissé. Et puis, chacun prend et a pour son compte, alors qu'il y a la vie des uns et des autres qu'on met en danger. Et cela est vraiment grave. Même la piste de l'aide possible au terrorisme, peut-être que ça n'a pas pu prospérer parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments, mais c'est bon de pouvoir couper ce genre de contournement de la loi là, parce que c'est dans cela et dans ce type de comportement-là que petit à petit, ces messieurs qui sont tapés dans l'ombre et qui ont des destins bien noirs pour ce pays-là, trouvent le moyen de pouvoir s'accaparer ici ou ça. C'est bon que ce type de circuit-là, on puisse les éteindre. Bon, je dis bravo, mais on aurait préféré avoir peut-être beaucoup plus d'éléments sur tout le chapitre qu'on avait mis en avant. Mais bon, on a ce qu'on a pu obtenir, on peut prendre cela déjà comme ça. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8h sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Pour ceux qui nous prennent en marche, Justin Jean-Baptiste Bouddha, premier président par intérim de la Cour des comptes, est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors avec vous, nous allons passer en revue le rapport 2020 de la Cour des comptes. Quand on parle de la Cour des comptes, on connaît ses missions, c'est informer, c'est sensibiliser, c'est contrôler, c'est juger autour de la gouvernance financière publique. Si on doit présenter davantage cette structure-là en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit dire ? Bien, alors, en quelques mots, il faut d'abord dire que c'est une juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, comme vous l'avez dit, consacrée par la Constitution.
Et c'est au niveau de l'INTOSAI, qui est l'institution, la fêtière des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, c'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Burkina Faso. Alors, il n'y a pas seulement que contrôler les finances publiques, la Cour évalue également les politiques publiques. Et la Cour certifie les comptes de l'État, c'est entre autres éléments qu'il faut ajouter. D'accord. Alors quand on regarde un peu sur le paysage des institutions, alors vous êtes, je dirais, sur la place depuis 1960, mais en termes de visibilité, beaucoup de citoyens ne connaissent pas assez bien votre structure. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Manque de communication, une stratégie pour être plus efficace? Non, donc la Cour des comptes dans sa version actuelle date seulement de 2000, elle a été opérationnalisée seulement en 2002, mais c'est déjà suffisant, je crois, pour être connu. Alors il y a eu un moment donné, la Cour avait fait des missions de sensibilisation sur ces missions, son rôle, mais bon, ça fait un bout de temps, je pense qu'il y a peut-être lieu de reprendre les schémas de communication pour qu'on puisse donc communiquer davantage sur nos missions et sur les résultats de nos missions. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes convoqué au tribunal de l'actualité. Monsieur les juges, question de généralité. Juge Bougman. Question de généralité, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on a l'ASE, LCE d'un côté, on a les inspections générales des services qui sont également là, et puis on a la Cour des comptes. Comment est-ce qu'il y a des passerelles de collaboration entre vous? Oui, alors il faut dire que en fait il y a deux natures de contrôle. Il y a le contrôle interne, il y a le contrôle externe. Le contrôle interne est donc le contrôle de l'administration sur ses administrés. Ce contrôle est assuré par l'autorité supérieure de contrôle d'État. Donc c'est vraiment l'institution supérieure au plan interne. Et puis vous avez le contrôle externe, il y en a deux. Le contrôle parlementaire, qui est en fait un contrôle politique, parce que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Et bien sûr, pour assurer cette mission, cette fonction parlementaire, le Parlement a l'assistance de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes qui fait donc ce qu'on appelle aussi un contrôle extérieur, mais cette fois-ci juridictionnel. C'est-à-dire, nous sommes donc une institution judiciaire et donc nous avons nos méthodes de travail qui sont différentes des autres. Alors, tout cela se complète parce que vous le remarquez, comme vous l'avez déjà signé, il y a effectivement une passerelle de collaboration. Les corps de contrôle interne font leur rapport et tous leurs rapports, normalement, ils les transmettent à la Cour des comptes pour exploitation. Lorsque, au cours de l'exploitation de ces rapports de contrôle, il est constaté des insuffisances ou même des cas de faute de gestion, c'est-à-dire des faits qui sont susceptibles d'être perçus comme étant des violations des règles de gestion, eh bien la Cour instruit et juge ces fautes de gestion. Donc tout se complète. Voilà, c'est un corps social et comme tout corps, il n'y a pas qu'un seul médecin. À tous les niveaux, il y a des contrôles. Voilà. D'accord. Jules va. Oui, je m'engouffre un peu dans la brèche que venait d'ouvrir tout à l'heure Bernard Bougma. Il a parlé des autres corps de contrôle qu'on a, d'une façon ou d'une autre. Et pour le citoyen lambda, quand il regarde, il s'est dit, comme on a beaucoup d'autres institutions, même sur les questions de médiation et autres, ils disent, mais est-ce que ça ne se marche pas sur les plates-bandes? Est-ce que vous dites, comme quand on vous écoute, l'un n'empêche pas l'autre, on travaille en bonne intelligence, mais les gens se demandent, mais est-ce qu'on n'a pas de doublon? Alors qu'on est dans un pays où, dans la vision simpliste, on dit non, si celui-là c'est son travail, l'autre il faut l'annuler. Parce qu'on n'a plus assez de sous pour... Vous avez un champ d'action qui est bien particulier, vous êtes complémentaires, comment? Expliquez-nous pour que les uns et les autres comprennent. Alors, il faut dire qu'on se complète et j'allais même dire qu'on est un peu complice dans notre façon d'agir. Alors, rien que dans ce mois, il y a eu à Bobo-Dioulasso une réunion, un cadre de concertation des corps de contrôle interne. La Cour des comptes a été invitée. Et à ce cadre, les corps de contrôle interne ont exposé leur plan d'action pour l'année à venir. Et à partir de là, la Cour qui était là en tant qu'observateur a pu voir déjà
ce que le corps de contrôle interne planifie pour exécuter. Et sur la base de cela, la Cour des comptes va arrêter également son programme d'activité en tenant compte de ce que les autres vont faire. Dans tous les cas, on peut intervenir même dans le seul organisme, mais sans avoir les mêmes objectifs. Ok. Voilà. Donc, on ne se marche pas sur les et puis le contrôle interne, généralement, même peut faire un contrôle a posteriori ou un contrôle même en cours de gestion. Alors que la Cour des comptes n'intervient qu'à posteriori, exclusivement à posteriori. Elle n'intervient pas pendant l'action publique. Voilà, elle intervient a posteriori. Donc ça fait donc qu'il y a un complément. C'est pas parce qu'on a contrôlé au moment de l'exécution qu'on ne doit pas contrôler après exécution. Parce qu'après exécution, vous vous rendez compte et vous justifiez toutes vos actions. Si ce sont des finances publiques, vous justifiez toutes vos opérations financières, vous déposez ce qu'on appelle un compte de gestion ou bien vous déposez des rapports annuels de performance lorsqu'il s'agit par exemple de politiques publiques. Et la Cour maintenant apprécie après coup pour voir qu'effectivement votre action a été dans la régularité, a été efficace et a été efficient ou économique ou pas. Donc c'est vraiment des éléments qui se complètent et non pas ce n'est pas des éléments qui s'excluent. En fait, j'ai posé la question parce que lors du rapport que vous publiez la dernière fois et l'échange que vous avez avec la presse, vous disiez quelque chose qui était assez intéressant. Vous êtes là où le contribuable, l'argent de l'État, et que ce soit dans le privé ou dans le public, tant qu'il y a l'argent du contribuable, vous avez votre regard. Oui, pas seulement de l'argent, hein. On dit souvent, il y a une expression qu'on utilise, on dit que tout organisme qui bénéficie d'une générosité de l'État. C'est ça. Donc ce qui veut dire que même si ce sont des facilités qui sont octroyées à un organisme donné, la Cour est en mesure d'aller vérifier, voir un peu ce qui est votre gestion. C'est pas seulement là où il y a l'argent. D'accord. Alors, ok, juste pour moi, vous vérifiez jusqu'à, comment on appelle ça, aux entités syndicales, socio-professionnelles, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui reçoivent la subvention de l'État, les médias en reçoivent, les associations en reçoivent, les organisations syndicales en reçoivent. Est-ce que vous êtes arrivé de faire un travail sur ces zones-là également? Oui, au niveau des partis politiques, c'est évident, parce que le rapport de la Cour des comptes est nécessaire pour pouvoir accorder les subventions qui suivent. Oui, tout à fait. Bon, il y a également la presse privée qui bénéficie donc des subventions de l'État, mais comme vous le savez, la Cour des comptes a quand même des limites au plan humain, au plan matériel et au plan financier. Bon, quand vous regardez le nombre de personnes bénéficiant d'une quelconque générosité de l'État, je crois que ça va dire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est généralement un plan d'action pluriannuel qui permet de faire le tour, mais dans l'étape actuelle, avec à peine 39 personnes dans le domaine du contrôle, je pense que c'est pratiquement difficile de couvrir. Mais c'est fait. C'est ouvert, nous avons compétence pour le faire. Bon, seulement si peut-être on n'a pas eu le temps de faire tout le tour, c'est simplement compte tenu des limites que je viens d'indiquer. Oui, parce que je pose la question, parce que ces comptes-là sont demandés aux partis politiques qui reçoivent effectivement de l'argent, mais les autres entités, je ne vous entends pas là-dessus. C'est pourquoi je vous pose la question. Vous dites qu'il y a un problème de ressources humaines. Mais si on peut considérer que le domaine des médias, c'est vaste, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de médias, mais il y a les autres entités qui reçoivent l'argent public, mais il n'y a pas de contrôle. Oui, bon, il faut faire un choix, parce que vous savez, au niveau des partis, c'est un dispositif qui est là, qui voudrait bien que lorsque vous recevez la subvention, que ce soit la subvention des campagnes ou hors campagne, dans un certain délai, vous déposez à la Cour des comptes. La Cour des comptes a un délai pour conclure, faute de quoi, et effectivement, on ne peut plus engager des poursuites contre un parti politique. Et la Cour des comptes intervient justement et rend compte justement de son contrôle pour que le gouvernement puisse continuer à octroyer des subventions ou pas. Alors que pour la presse privée, ce n'est pas une condition imposée. Donc ça fait que... Je ne parle pas seulement de la presse privée. Je dis à les autres organisations. Même les autres organisations, oui. Les ONG, donc, qui sont reconnues d'utilité publique, qui reçoivent de l'argent. Il y a les syndicats qui reçoivent de l'argent. Mais, bon, c'est beaucoup plus le parti politique qui est contrôlé. Pourquoi? Oui, je vous ai expliqué que c'est parce qu'il y a une disposition légale qui l'impose et qui donne des délais. Par exemple... Dans les autres, il n'y a pas de disposition légale qui impose des délais. Non, qui impose un délai pour le jugement, non. Ou bien pour l'appurement des comptes, non. Pourquoi? Pour les partis, non, c'est une question, moi je ne sais pas, vous pourrez peut-être poser la question à ceux qui légifèrent. Pour les partis politiques, il est bien clair, vous recevez de l'argent, vous avez un délai pour déposer vos comptes et la Cour a un délai pour conclure.
faute de conclure, donc on ne peut plus charger donc un parti politique. Vous voyez que là, vous êtes obligé de courir, sinon vous allez créer l'impunité naturelle. Alors que un syndicat, une organisation civile, de la société civile qui reçoit de l'argent, il n'y a pas un délai. Ça veut dire que tant que ce n'est pas au-delà de 10 ans, on a toujours la possibilité de revenir. Donc, compte tenu des limites que nous avons, effectivement, au plan humain et au plan matériel et financier, bon, nous sommes obligés donc de cadrer et puis on fait un programme en tenant compte des urgences. C'est la même chose pour le jugement des comptes. Nous avons pratiquement plus de 400 comptes que nous recevons chaque année. Avec 39 personnes, si vous devez juger, vérifier pièce par pièce ou même suivant donc des critères bien déterminés, 400 comptes de gestion, vous comprenez que c'est vraiment un dossier vraiment difficile. D'accord, nous ne pouvons pas vous en tenir rigueur, compte tenu du fait que c'est les textes qui sont ici, mais pour des gens qui reçoivent de l'argent du contribuable burkinabé, je pense que le politique devrait faire l'effort de donner suffisamment de moyens pour qu'on puisse regarder de ce côté-là, parce que il y a beaucoup, c'est de l'argent public. Merci. Donc ils reçoivent et puis il n'y a pas de contrôle et puis on continue de leur donner. On ne sait même pas ce qu'ils font avec. Est-ce que réellement c'est parti pour la mission qu'ils se sont assignés, au point qu'on prenne un peu de ce que nous gagnons pour ajouter et puis après on n'a aucun mécanisme pour savoir s'ils le font et on est plus rigoureux vis-à-vis des partis politiques et puis on laisse les autres. Donc ça c'est à qui des droits maintenant que nous nous adressons. C'est un commentaire, ce n'est pas une question maintenant. Je pense que là à ce niveau-là il y a des insuffisances quand même. D'accord. Alors, je l'ai dit en début d'émission, le rapport 2020 de la Cour des comptes est disponible, un document qui a d'ailleurs été remis officiellement au chef de l'État. C'est un document de 208 pages. Le travail, en tout cas, a été subdivisé en 4 grandes parties. Est-ce qu'on peut avoir rapidement une idée sur ces grands axes-là? Oui, 4 grandes parties dans notre rapport. La première partie porte sur les activités juridictionnelles. Il s'agit donc du jugement des comptes. Alors, il faut dire que depuis les indépendances, seuls les comptes de l'État de 1963 à 1983 ont été jugés, à la date donc de 2020. Et donc la Cour avait, depuis 2008, recommandé, compte tenu justement de ce cumul de passifs de comptes de gestion à juger, et compte tenu justement des limites de la Cour des comptes, la Cour des comptes avait recommandé au gouvernement de procéder donc à un appurement administratif. L'appurement administratif, c'est-à-dire, c'est une sorte de contrôle à l'intérieur de l'administration pour donc juger, enfin pas juger, mais plutôt apurer ses comptes. Alors, ce n'est qu'en 2016 que le gouvernement a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été adopté et qui a autorisé donc l'État, notamment le ministère des Finances, à apurer les comptes. Les comptes de l'État de 1984 à 2000, et les comptes des établissements publics de 2000 à 2009, et les comptes des collectivités territoriales de 1963 à 2000. Alors donc ça, c'est une première étape qui a permis à la Cour des comptes de disposer d'un certain nombre d'éléments pour poursuivre. Alors je dois vous rassurer que sur ce plan, la Cour des comptes, au cours des années qui ont suivi, donc si je prends l'année 2021, nous avons procédé donc à l'appurement des comptes et de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales jusqu'en 2016. Il nous reste donc la branche 2017 à 2020. La deuxième partie a porté sur l'assistance au Parlement, notamment le contrôle sur l'exécution des lois de finances. Alors, à ce niveau, nous avons également constaté quelques éléments d'insuffisance et nous avons fait des recommandations, notamment soit dans la présentation, soit dans les procédures de comptabilisation, soit même dans la transparence, parce que nous estimons qu'il y a toujours des formes de présentation qui doivent permettre au public, à tout lecteur, de comprendre très bien la politique que ces chiffres traduisent. Et nous avons eu une troisième partie qui portait sur des activités de contrôle. Et parmi les activités de contrôle, il y a eu le contrôle du dispositif de déclaration d'intérêt des patrimoines géré par la SCLC. Et nous avons également à ce niveau constaté quelques insuffisances, et notamment la réglementation qui n'était pas totalement adoptée, parce qu'il y a eu la loi en 2015, mais la mise en œuvre qui devrait se faire par les décrets d'application. Donc les décrets d'application ont été introduits pratiquement 2 années après.
Et jusqu'en 2020, le gouvernement n'a pas adopté donc, ces textes. Nous avons trouvé que, par exemple, ça, ce sont des cas d'insuffisance et par conséquent, il va falloir donc les adopter pour permettre au schéma d'être suffisamment complet. On a regardé un peu le dispositif, quels sont ceux qui ont déclaré, qui n'ont pas déclaré. Les assujettis, la liste des assujettis n'est pas complète. Il y a près d'1 millier de personnes qui devraient déclarer. Et en réalité, bon, il y a à peine 5% qui sont donc dans la base de données. Nous avons regardé au niveau des activités de contrôle, le contrôle de CHR de Tinkodougou. Bon, là, les insuffisances également ont été relevées. C'est notamment le cas donc, de la gestion des stocks de médicaments qui ne suivent pas les normes, les normes établies les normes établies en matière de pharmaceutique. Et la question donc de quelques éléments de gestion que nous avons relevés. Et nous avons regardé également au niveau du SOPAFERB, qui est la société chargée de la gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina Faso, dans lequel nous avons relevé aussi des insuffisances liées notamment même à la comptabilisation. Nous avons vu par exemple là qu'il y avait des biens de l'État qui avaient été comptabilisés comme étant des biens de la société, ce qui n'est pas normal. Il y a eu quelques difficultés aussi au niveau de la gestion des frais des ordres d'émission, etc. Et alors, nous avons également, en quatrième partie, traité donc la certification des déclarations des entités publiques dans le cadre de l'ITIE. L'ITIE, c'est l'initiative de transparence dans le domaine des industries extractives. Alors, là aussi, nous avons fait quelques constats et fait des recommandations pour que ce soit suffisamment transparent. Et nous avons fait donc également certifier et donner une opinion sur le programme d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable Paya, qui nous a permis également qui a donné lieu à des recommandations tendant donc à donc le rapport est suffisamment détaillé. À tous les niveaux, on dira qu'il y a toujours, comme on dit, la gouvernance est toujours perfectible. Elle est toujours perfectible. Et souvent, tantôt, ce sont des textes qui sont pris en retard ou qui ne sont pas pris, ou alors ce sont des règles qui sont insuffisamment appliquées. Voilà, donc ce sont des constatations comme ça et nous avons relevé tous ces faits-là et recommandé donc que des dispositions soient prises pour que, bon, bien sûr, ce soit corrigé. D'accord. On va aller peut-être step by step. Il y a le premier élément dont vous parliez tout à l'heure, c'est la question des comptes de gestion jugés. Je pense qu'on parle de 2810 en gros pour des quitus ou des décharges. Qu'est-ce que, concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui est le citoyen lambda qui ne maîtrise pas un peu ces choses-là, qu'est-ce que ça apporte concrètement d'élaguer ces comptes-là? Parce que vous dites que c'est quand même la particularité de 2020. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, le jugement des comptes permet donc d'appuyer, on dit appuyer, mais c'est un appuyement juridictionnel. Mais chez nous, on dit juger les comptes. Juger les comptes, ça voudrait dire quoi? Vous avez reçu de l'argent public, vous les avez gérés et vous avez amené, vous portez vos justificatifs. Donc, et ces justificatifs, c'est donc l'ensemble des pièces, souvent que l'on appelle compte de gestion. Ce compte de gestion a été déposé à la Cour des comptes. La Cour des comptes va essayer de vérifier. Chaque opération, il y a toujours une pièce qui doit la justifier. Si vous avez payé un salaire, il y a certainement un état de paiement qui est là, et il y a également soit des ordres de virement ou alors l'état d'émargement de la personne ici. Donc c'est ça que nous regardons. Et lorsque tout cela est fait conformément aux règles, au référentiel de comptabilité, donc nous vous donnons quitus, c'est-à-dire nous disons simplement vous êtes déchargé, parce qu'un comptable public constitue toujours une garantie pour sa gestion. Et lorsque votre gestion n'a pas été déclarée vraiment claire, si ça n'a pas été déclaré pur, si ça n'a pas été jugé conforme à la réglementation, votre responsabilité peut être engagée. Et donc on peut saisir cette garantie financière ou matérielle que vous avez constituée. Donc c'est ça qui donne le quitus. Donc quitus, je dis seulement vous êtes quitte de votre gestion. Donc vous êtes libre, vous ne pouvez plus être retenu pour la gestion que vous avez effectuée. D'accord. Et quand on regarde, on parle de décharge et quitus pour en gros 478 comptables, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça donne concrètement? La plupart, on peut justifier
de façon matérielle avec preuve à l'appui ce qui a été dépensé, en tout cas comme je vous écoute en termes de correspondance de dépenses et de justificatifs, ou bien il y a beaucoup qui ont été épinglés, c'est ce qu'on veut savoir. Non, alors il faut dire que la particularité de ces jugements de 2020, c'était le jugement de l'appurement administratif, c'est-à-dire l'administration a d'abord contrôlé et nous a transmis. Bon, alors généralement, la plupart des dossiers qui nous ont transmis, c'est vraiment des dossiers sans difficulté. Mais je peux vous assurer qu'à leur niveau, ils ont quand même retenu des éléments qu'ils veulent approfondir avant de nous transmettre. Mais sachez que la particularité des activités de la Cour, c'est que quand nous avons des fautes de gestion, bien sûr, vous ne pouvez pas être déchargé. Mais ensuite, nous ne publions pas. Nous attendons donc de faire l'instruction de la faute et de rendre une décision définitive avant de publier. Voilà. Alors, tous les comptables n'ont pas été... Tous les comptables, pour ce qui concerne l'appurement, ont été déchargés. Mais vous verrez que quand nous allons faire notre rapport de 2021, vous verrez que tous les comptables n'ont pas été déchargés. D'accord. Et dans ce cas de figure, quelles sont les suites possibles? Parce que lors des échanges que vous avez eus récemment, ma mémoire ne me trahit pas, vous disiez il y a certains qui ont eu la contradiction, la contrainte de répondre et de rembourser un certain nombre d'éléments. C'est dans ce cadre-là ou ailleurs? Non, en matière de compte, non, ça doit être au niveau des partis politiques, je crois. Au niveau des partis politiques, il y a eu quelques insuffisances dans certaines gestions. D'accord. Parce que quand on vous donne, c'est pour la campagne. Voilà, on vous donne de l'argent, une subvention pour la campagne. Vous ne pouvez pas l'utiliser à d'autres fins. Si vous l'utilisez à d'autres fins, bien sûr, on va vous demander. La Cour va relever ça et demander que vous remboursez. D'accord. C'est vrai qu'à chaque niveau, vous parlez de quelques insuffisances, des recommandations également. Mais qu'est-ce qui est fait pour que ce rapport 2020 ne soit pas un rapport de plus? Parce que l'impression que ça donne, c'est que chaque année, on a un rapport, on s'installe dans la routine, mais véritablement sur le terrain, les choses ne bougent pas. Bon, ça bouge, peut-être que ça bouge pas comme on le souhaite. Il y a quand même quelques recommandations qui ont été mises en œuvre. Mais il y a, je dirais aujourd'hui, un cumul. Quand on prend les activités de la Cour depuis l'année 2002 à aujourd'hui, il y a pas mal de recommandations qui ne sont pas encore mises en œuvre. Alors, vous dites vraiment qu'est-ce qui est fait pour que ça bouge. Alors, je dirais qu'il y a que lors de la remise de notre rapport le jeudi 16 décembre dernier, le président du FASO a été vraiment très attentif sur cette question. Et je dis qu'il a joint l'acte à la parole parce que nous avons reçu en cours de semaine une lettre qu'il a adressée au Premier ministre pour que, effectivement, très rapidement, nous puissions nous retrouver, gouvernement, parlement, Cour des comptes, pour appuyer, on allait dire, un peu essayer de trancher sur ces questions-là. Parce qu'avec le changement d'approche de gestion en 2017, c'est-à-dire le budget programme et les méthodes de comptabilisation, il y a bien de recommandations qui n'ont plus lieu d'être. Parce que imaginez-vous des recommandations de 2012, 2011, à la date d'aujourd'hui, la réglementation a changé. Il y a peut-être des méthodes de comptabilisation que la Cour avait prescrites, mais qui peut-être aujourd'hui n'y a plus lieu. Donc certainement on va se retrouver pour justement illégaliser ces questions. Et quand, pour le volet Assemblée nationale, vous dites par exemple que votre institution s'est penchée beaucoup plus à travers cette étude la suite de l'exécution de la loi de finances 2017. Oui, voilà. Justement, pourquoi 2017? On est à témoin. Combien? Qu'est-ce qui fait ce décalage-là souvent? Parce que quand on a souvent des rapports, on se dit, bon, on est en 2021, sûrement que 2017, il y a longtemps qu'on a déjà travaillé dessus, 2018, 2019, peut-être qu'on est en train de parler de 2019, maintenant, il est jusqu'à 2017. Oui, il y a un retard, justement, à tous les niveaux. Il y a un retard dans la production des lois de règlement. Il y a eu un retard aussi dans les contrôles au niveau de la Cour des comptes. Il y a eu également un retard au niveau de l'Assemblée nationale dans l'adoption des différentes lois de règlement. Mais si vous avez suivi un peu le discours du président de l'Assemblée nationale hier soir, il a bien confirmé
que l'Assemblée nationale a pu adopter la loi de règlement 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Il y a eu un effort considérable qui a été fait au niveau du ministère chargé des Finances pour nous produire tous les lois de règlement. Et il y a eu un effort aussi considérable au niveau de la Cour des comptes qui a pu contrôler 5 lois de règlement en une année, disons l'ensemble des lois de finances de 5 années en une année. Et l'Assemblée nationale a également fait un effort et a adopté donc les différentes lois. Ce qui nous permet d'ailleurs de rentrer dans la légalité, parce que selon les dispositions légales, normalement l'Assemblée nationale ne doit pas adopter une loi de finances pour une année à venir sans avoir adopté la loi de règlement de l'année N-1. Voilà, c'est-à-dire la loi de finances 2022 ne doit pas être adoptée avant d'avoir adopté la loi de règlement 2020. Je pense qu'avec cet effort cumulé des 3 institutions, on est vraiment en phase. Maintenant, vous dites pour 2017, l'exécution des lois de finances, l'étude a révélé qu'il y a eu des insuffisances. Pour l'Assemblée nationale, lesquelles? Non, pas pour l'Assemblée nationale. C'est la loi de... Oui. Allez-y. Oui. En fait, les insuffisances qui ont été relevées, alors c'est pas, on va peut-être regarder un coup sur le rapport pour nous rappeler un peu qu'il y a quand même des dispositions, par exemple, qui n'ont pas été respectées, notamment les délais. Okay. Alors, par exemple, les décrets d'avance. Lorsque le gouvernement prend des décrets d'avance, la loi prescrit, la loi organique relative aux lois des finances prescrit à son article 28 que immédiatement des signatures, ça doit être transmis à la Cour des comptes pour que nous puissions faire le retour à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas fait. Donc ça, c'est une insuffisance constatée et nous avons fait une recommandation à ce niveau-là. Alors, les modifications budgétaires, pour nous, devraient avoir une certaine présentation parce que lorsqu'il y a une modification, vous devez dire d'abord au départ, c'était combien. Ensuite, vous dites qu'est-ce qu'on modifie et ensuite, après avoir modifié, il y en a combien. Donc, on devrait faire ce séquençage-là qui permet à la Cour de suivre évolution par évolution donc les différentes modifications budgétaires. Alors, il y a eu quelques points d'insuffisance, par exemple, sur les restes à recouvrer. Alors, on a des restes à recouvrer énormes et chaque année, ça ne fait que s'accumuler. Alors, à ce niveau-là, nous avons dit, ça, ce n'est pas nouveau. La Cour a toujours recommandé que le ministère chargé des Finances prenne les dispositions pour recouvrer, soit apurer ces comptes, ces restes à recouvrer, c'est-à-dire soit de les recouvrer, soit de les faire admettre en non-valeur, parce que s'il y a effectivement des éléments suffisants, si on a des justifications qui permettent de dire que c'est des recettes qui se savaient être irrécouvrables, il faut... Mais vous comprenez que c'est difficile d'aller dire qu'il y a des milliards à recouvrer et en même temps, bon, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon, donc vous voyez que souvent même, certains millions ont souvent décrié le fait qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, alors que par ailleurs, on dit qu'il y a des gens qui doivent énormément. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas recouvrer? Donc voilà, ça ce sont par exemple des insuffisances que nous avons. Et est-ce qu'on peut avoir des chiffres à ce niveau-là par rapport justement au reste à recouvrer? Au reste à recouvrer, alors moi je n'ai pas cela en tête. Donc, c'est quand on regarde quand même, c'est déjà qu'on a un travail sur 2017 et si lorsqu'on parle des restes à recouvrer, c'est de l'ordre de cette période-là. Donc quand on ne fait pas vite, quand on ne travaille pas sur du récent, ça devient encore plus complexe. Oui. Alors, la question tout à l'heure, les restes à recouvrer, nous étions, je crois, dans l'ordre de 419 milliards en 2013. Wow. Et nous sommes arrivés à 2017 à 836 milliards. Vous voyez, donc il y a quand même un accroissement considérable. Donc 800 milliards, ça représente presque, j'allais dire, 40% du budget de l'État. Oui, mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, il faut, comme on dit, c'est une accumulation. Moi, je n'ai pas l'explication. C'est peut-être le ministère chargé des Finances qui peut vous expliquer pourquoi donc cette accumulation. Le rapport 2017 n'a pas fait l'objet de contradiction, c'est-à-dire que le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas pu nous répondre par rapport à nos observations, ce qui nous aurait permis de comprendre éventuellement pourquoi donc cette accumulation de reste à recouvrer. Alors, les impôts non recouvrés, il y a plusieurs raisons, soit peut-être parce qu'on n'a pas pu identifier
les contribuables, soit peut-être des gens sont tombés en faillite, soit ils sont décédés, ou alors des gens se sont retrouvés être insolvables. Il y a plusieurs raisons possibles. Ou alors les services chargés de recouvrement n'ont pas les moyens nécessaires pour aller sur certains milieux. On ne sait pas, voilà. C'est un peu tout ça qu'il faut. D'accord. Je peux certainement vous donner plus d'explications. Alors, je vois que la Cour a rendu 10 arrêts définitifs qui ont porté sur l'appurement administratif des comptes de gestion des comptables principaux de l'État de 84 à 2000, des établissements publics de l'État de 2000 à 2008 et des collectivités territoriales de 1963 à 2000. Quand le citoyen regarde, il dit c'est quoi ça? 1960 à 2000, 84, de façon simple, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire qu'il y a eu une accumulation des comptes. On n'a jamais jugé. Je vous ai dit que depuis les indépendances jusqu'en 2020, seuls les comptes de l'État de 1963 à 1983 ont été jugés par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le reste, c'était pas jugé. Le reste, ce n'était pas jugé. Ce n'était pas jugé et vous imaginez dans quel état il doit être. Alors, avec tous les déménagements, alors les risques de... Voilà, donc, à un moment donné, et c'est pour ça que la Cour avait donc conclu qu'elle n'était pas en mesure de juger ces comptes-là. Parce qu'il y en a même qui étaient décédés, même si vous avez des observations à faire, vous allez les adresser à qui? Peut-être au comptable en poste, mais est-ce qu'un comptable en poste en 2008 peut vous répondre par rapport à des opérations que quelqu'un a exécutées en 1964 et qui n'est plus de ce monde? Donc nous avons pensé que c'est plus simple sur le plan administratif de gérer la question et voilà pourquoi donc le gouvernement a donc demandé l'autorisation à l'Assemblée nationale pour apurer, c'est-à-dire voir un peu administrativement. Parce que ce qui compte dans ces mécanismes-là, c'est que pour juger les comptes, j'allais dire contemporains, les comptes d'aujourd'hui, ça suppose que vous avez ce que nous appelons la ligne des comptes des comptes antérieurs, c'est-à-dire les soldes d'entrée. Au 1er janvier 2000, si je veux juger les comptes de 2020, il faut que vous me disiez au 1er janvier 2020 quel était le niveau de la caisse. Y avait-il 100 ou 200 Et à partir de là, je peux ajouter les opérations d'entrée et de sortie et je détermine. Voilà. Donc la Cour n'était pas en mesure de suivre les comptes contemporains tant que les comptes antérieurs ne sont pas. Ici, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et donc jusqu'en 2016, je crois qu'on a fait un grand effort. Et l'effort qui reste à faire, c'est vraiment les comptes de 2017 à 2020. Donc ça dit que techniquement, il n'y a plus de... Sur le plan administratif, c'est réglé. Oui, c'est réglé. Ok, d'accord. Voilà. C'était ma comme question. Justin Jean-Baptiste Bouda, président par intérim de la Cour des comptes, est notre convoqué du jour. Alors, on a parlé un peu des missions de votre institution. Votre institution constitue, je dirais, le dernier rempart pour la protection des deniers publics. Il y a un travail qui est fait. On a parlé un peu des rapports, mais pour beaucoup, il y a beaucoup trop de sensibilisation. Il faut qu'on passe à la répression. On a parlé un peu des montants qu'il faut découvrir et tout cela. Qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens? Oui, alors je leur demanderai d'être patients parce que c'est dans le jugement des fautes de gestion qu'on peut véritablement sanctionner. Et pour qu'il y ait faute de gestion, ça suppose deux éléments. Soit que les corps de contrôle ont transmis à la Cour des comptes les constatations où il y a eu des faits présomptifs de faute de gestion qui nous permettra donc d'instruire et de juger et de sanctionner. Soit que la Cour de compte en son sein a jugé les comptes et a décelé à l'intérieur des faits constitutifs de faute de gestion et par conséquent va arriver à la sanction. Tant qu'il n'y a pas de jugement, ça va être difficile de sanctionner. D'accord. Voilà. Alors nous sommes dans un contexte, celui de la lutte contre le terrorisme. Récemment, on a vu ce que cela a soulevé comme polémique, notamment la question de la gestion des vivres concernant les militaires qui sont au front. Aujourd'hui, est-ce que la Cour des comptes est aujourd'hui compétente pour jeter un coup d'œil sur aujourd'hui les fonds liés à la lutte contre le terrorisme, notamment au niveau du ministère de la Défense? Et est-ce que quelque chose est fait à ce niveau-là? Non, ce n'est pas seulement à partir d'aujourd'hui. La Cour des comptes, depuis sa création, est compétente sur toutes les questions. Il n'y a pas de limite et même le secret défense n'est pas opposable à la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes est bien habilitée à aller vérifier donc les opérations du ministère de la Défense. Alors, au regard du contexte, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens-là, surtout qu'il y a eu des révélations à ce niveau? Alors, oui, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose, mais bon, le programme le plan de contrôle 2020
2021-2022 n'est pas encore arrêtée. C'est donc une décision qui a été prise au niveau du bureau de la au bureau de la Cour des comptes. Donc ce n'est qu'à cet instant que je peux vous dire que quelque chose peut être fait ou pas. Donc en attendant, on peut patienter que la Cour arrête son plan de contrôle 2021-2022. Je suppose que c'est une préoccupation que vous avez traduite ici. Et donc, on verra. Alors, dans les faits, vous l'avez dit, les textes vous confèrent tous les pouvoirs, les compétences pour jeter un coup d'œil dans la gestion, je dirais, des deniers publics. Mais est-ce qu'en réalité, sur le terrain, vous avez l'autonomie, vous avez l'indépendance pour agir comme il se doit? En fait, la limite de la Cour des comptes, je l'ai dit, c'est sur le plan humain, sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc, vous êtes sur le terrain, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de limite, ou non plus de limite, ça veut dire que vous avez pu y arriver. Mais lorsqu'il s'agit, tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, le contrôle des associations bénéficiant d'une subvention ou d'une générosité quelconque de l'État, le contrôle par exemple, des opérations du ministère de la Défense, si vous nous demandez d'aller contrôler, notamment si c'est un matériel spécifique, nous qui sommes à la Cour des comptes, magistrats ou financiers, je ne sais pas qui est en mesure de vous dire que telle arme qui a été commandée est conforme à ce qui a été vraiment demandé. Donc il faut de l'expertise. Et qui dit expertise dit qu'il faut des moyens pour payer cette expertise-là. Donc si nous décidons d'aller donc faire ce contrôle-là, il ne s'agit pas d'aller contrôler. Si c'est les finances, on peut bien contrôler les finances. Mais il n'y a pas que cela. Parce qu'il y a la matérialité aussi de la dépense. Si on dit qu'on a consacré par exemple tant de milliards pour acheter de l'armement, tant de millions pour acheter de l'équipement, alors comment est-ce que la Cour peut disposer des compétences nécessaires pour apprécier fondamentalement la qualité du matériel qui a été acquis? Il faut de l'expertise. Et nous, souvent, on a besoin de ressources pour cela. C'est à ce niveau justement que se trouvent les limites de la Cour. Mais ça, c'est quand même une limite essentielle. Même quand on écoute la SULC sur certains dossiers, ils disent, bon, quelquefois, il faut aller entendre certaines personnes qui ne sont même pas sur le sol. C'est des billets. Quelquefois, ceux qui doivent l'entendre, c'est des gens qui doivent comprendre le message. Ça veut dire qui ont le décodeur. Le décodeur, c'est l'expertise pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit et tout. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut de notre contrôle? Vous êtes ceux qui êtes habilités pour ce qui est du contrôle de la gouvernance de la finance publique. Maintenant, quand vous dites vous êtes limité en hommes, vous êtes limité en moyens, et on a toujours des rapports qui nous sont donnés, c'est vrai, c'est que dans une certaine proportion, on n'a pas la vraie photographie de ce qu'est notre gouvernance. Parce que vous contrôlez je ne veux pas dire à minima, ça je ne veux pas le dire parce que vous faites un travail qui est quand même excellent, mais vous contrôlez avec vos moyens. Oui, on fait avec ce qu'on a, comme on dit, alors, mais ça ne devrait pas être comme ça. Même si vous avez écouté un peu, si vous avez suivi un peu la rentrée judiciaire, la rentrée des juridictions cette année, le problème a été évoqué. Aujourd'hui, si on veut que la justice puisse... Il y a des dossiers en justice qui ne peuvent pas être tranchés parce qu'on a besoin d'expertise. Mais qu'est-ce qui manque? C'est vous qui n'arrivez pas à convaincre. C'est vous qui n'arrivez pas à convaincre pour qu'on dégage ce qu'il faut, ou bien vous sentez qu'il n'y a pas une volonté vraiment à vouloir assainir les choses? On n'a pas besoin d'arguments supplémentaires. Si on veut que la justice soit rendue selon les normes, il faut qu'on donne les moyens pour que la justice suive les normes. Vous ne pouvez pas, sans éléments de preuve, condamner des gens. Et pour réunir ces preuves, il y a d'abord ce que vous ne pouvez faire comme investigation, mais il y a aussi ce que vous ne pouvez pas faire. Et comme vous l'avez dit, s'il s'agit par exemple de données électroniques qu'il faut par exemple auditer, s'il s'agit de matériel spécifique donc, qui nécessite une expertise particulière qui n'existe pas au sein des juridictions, vous ne pouvez pas rendre justice. Vous êtes obligé de poser les dossiers et attendre qu'on vous donne les moyens nécessaires. Voilà pourquoi il y en a qui disent oui, il y a des dossiers emblématiques qui sont là depuis des années qu'on n'arrive pas. Bon, alors, mais justement, quel moyen le juge a pour justement trancher de la question? C'est une question d'indépendance, d'autonomie financière. Pour compléter la question de juge VA, est-ce que cette situation-là, est-ce que c'est fait à dessein pour vous empêcher de faire votre travail? Parce que fouiner, regarder, c'est aussi inquiéter certains. Non, je ne pense pas qu'il faille conclure sur la mauvaise foi des autorités. Le problème d'insuffisance des moyens, c'est un problème général. C'est pas la crainte de l'autorité plus que de la mauvaise foi. Je ne sais pas, puisque dans tous les cas, on ne peut pas présumer toujours de ce que les autres sont, mais nous constatons simplement qu'il y a des moyens qui manquent
de manière globale à la justice. Tout comme d'ailleurs aussi des moyens manquent aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques. Parce que même le gouvernement qui a arrêté une politique publique dans le sens de satisfaire l'intérêt général, donc dans le sens du mieux-être de la population, n'a pas suffisamment de moyens toujours pour mettre en œuvre son action. Donc, s'ils avaient suffisamment d'argent et qu'ils en gaspillaient, nous aurions pu dire qu'ils sont de mauvaise foi, mais à partir du moment où eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre leur politique. Bon, mais, comme je l'ai dit, la justice a un rôle important. Elle peut vraiment réduire considérablement les déperditions financières qui sont énormes. Parce que si vous accentuez un peu les contrôles, et puis le contrôle, c'est pas seulement sur les questions financières, même l'efficacité. Des actions souvent sont posées, mais sans aucune efficacité. Vous pouvez construire une école qui n'est pas fréquentée. Mais l'école est construite dans les règles de l'art, mais elle n'est pas fréquentée. Ou alors les gens fréquentent, mais il n'y a pas de résultat, tout le temps on sort avec 0% ou CP, etc. Alors que donc, du point de vue impact, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de résultat en termes d'impact. Donc ça, c'est important. Donc le rôle de la Cour n'est pas seulement d'aller regarder est-ce que les moyens ont été bien utilisés. On peut voir si ça c'est la régularité financière. Mais aussi, elle peut voir aussi est-ce que les politiques ont été efficaces. Est-ce que on a été dans la mise en œuvre économique, c'est-à-dire est-ce qu'on a acquis les moyens d'action de la manière la plus économique possible. Et est-ce que la politique est efficiente. Est-ce qu'on a utilisé les moyens de la manière la plus raisonnable possible. Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on apprécie et ça permet à l'État d'avoir une certaine rationalité dans son action. Donc le fait qu'on n'ait pas des moyens pour agir, attention, peut-être que si on permettrait au corps de contrôle interne et au corps de contrôle externe d'agir, peut-être qu'on trouverait des solutions plus simples et moins coûteuses. D'accord. Juste pour moi. Oui, solutions plus simples, moins coûteuses. En tout cas, comme on appelle ça, chaque année, c'est le même refrain, Geoffroy l'a dit, moi je ne vais pas répéter, c'est la limite des moyens par rapport effectivement au niveau du contrôle. Bon, ça, c'est une interpellation que nous allons faire à qui de droit parce qu'il y a une volonté qui est là, il y a des hommes qui sont là, mais il y a un contrôle qui n'arrive pas à être fait dûment. Il y a des entités qui ne peuvent pas être contrôlées compte tenu de ce manque de ressources-là. Mais maintenant, par rapport à un autre niveau de contrôle, vous contrôlez qui vous contrôle? L'Assemblée nationale, qui contrôle l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale est injusticiable à la Cour des comptes. C'est ça. Ouais, maintenant, vous qui vous contrôlez? Nous sommes contrôlés par nos pairs. C'est-à-dire qu'une autre Cour des comptes de notre pays vient vérifier donc, la Cour des comptes du Burkina Faso. Nous avons déjà eu des cas de contrôle par les pairs. Le dernier contrôle, c'est quand? J'ai pas une date. C'était la Cour des comptes du Maroc qui était venue faire. Moi, je n'étais pas encore à la Cour, donc je ne me rappelle pas très, mais je sais qu'il y a eu un contrôle. Donc ça date quand même? Oui. D'accord. Juge Va, dernière question au commentaire avant qu'on ne referme le point de cette convocation. C'est que quand on parle de votre cours, vous avez la particularité de pouvoir faire de la proposition et même de l'anticipation. Maintenant, quand on regarde dans tout cela, vous dites à chaque fois insuffisance, mais derrière vous faites des recommandations. Ce n'est pas le premier rapport. Est-ce que vous avez l'impression que les recommandations, on en tient vraiment compte? Même si on ne vous donne pas tous les moyens, au moins ce que vous avez constaté, quand vous dites voilà ce qui ne va pas, voilà comment on peut corriger, est-ce qu'on vous écoute au moins? Oui, de manière mitigée, comme je l'ai dit, si vous regardez le tableau des recommandations souvent que nous publions, vous verrez qu'il y a quand même des recommandations qui sont mises en œuvre. Il y en a qui ne sont pas mises en œuvre, ça c'est évident. Et nous continuons d'interpeller. Et le mécanisme que nous avons au niveau de la Cour, c'est que le parquet général, le ministère public est habilité donc à interpeller n'importe quelle autorité sur la non mise en œuvre des recommandations, des décisions de la Cour. Et même que le parquet général peut faire un rapport particulier qui transmet au chef de l'État pour dire au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, il y a des recommandations qui ont été faites à tel organisme, à telle personnalité qui ne l'a pas fait. Et donc, jusqu'au haut niveau, on a toujours les moyens d'interpeller. Et nos rapports sont communiqués à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut, dans le cadre justement de l'audition de certaines autorités, les interpeller sur la mise en œuvre des recommandations de la Cour. D'accord. Mission de la Cour des comptes et également le contenu du rapport 2020 de l'institution. Voilà en tout cas le sujet qui était enrôlé pour la présente convocation. Et à la barre, nous avons eu Justin Jean-Baptiste Bouda. Il est le premier président par intérim de la Cour des comptes. Merci une fois de plus d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité.
Nous allons également dire merci aux juges au siège. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.